Alors, l'idée un peu là, ça va être de regarder les différentes thématiques qu'on aimerait bosser, peut-être parler de faire carrière dans le street art, c'est-à-dire sur, parce que là on a vu donc, une artiste professionnelle et puis concernant Alice plutôt une pratique amateur, amatrice ou amateur. Donc voir un peu les distinctions qu'on peut faire. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de faire carrière, puisqu'on a vu que voilà, c'est parti d'une pratique illégale, on voit bien qu'il y a quand même deux mondes entre la commande publique et puis effectivement ces pratiques qui restent illégales et qui finalement nourrissent sûrement aussi un marché de l'art plus institutionnalisé. Un deuxième point peut-être sur voilà, l'institutionnalisation du street art, on en a fait effectivement référence et se poser la question de savoir si c'est encore un art en marge qui déborde. Voilà. Et puis un dernier point peut-être sur les femmes, alors pas dans la rue mais encore à la rue dans le street art. On a commencé à évoquer alors des données qui sont effectivement compliqué à obtenir de fait, puisque s'il y a aussi de la pratique illégale, il n'y a pas forcément une volonté aussi de rentrer dans les schémas de l'institution, donc de faire partie des données aussi peut-être. Enfin, voilà, il y a peut-être un acte finalement engagé derrière, et puis voilà, parler bien évidemment aussi de la fédération pour la suite, et en amont une présentation donc des données issues de l'enquête. C'est ça, mais qui n'est pas encore finalisé. Qui est encore en cours. Mais quelques voilà, données pour venir alimenter voilà, les 3 points de nos échanges. Voilà. Donc on commence par l'étude. Ouais. C'est ce qu'on avait prévu. Hein. Très bien. Peut-être que je vais quand même rappeler ce qu'est la Fédération de l'art urbain, avant tout. Donc la Fédération de l'art urbain, c'est une association, loi 1901, qui est née en octobre 2018. À la suite d'un différend juridique, encore une fois, notamment en cadre d'une exposition qui avait été proposée au Palais Royal à Paris, donc au ministère de la Culture en 2018. C'était un projet en fait où vous aviez des installations temporaires d'artistes urbains sur certaines colonnes en pierre qui sont en co-visibilité avec les deux plateaux, les colonnes de Buren, peut-être que vous connaissez, qui a été aussi un sujet polémique en son temps. Et c'était une exposition qui valorisait l'art urbain dans l'institution. Donc pour nous, c'était hyper important à cette époque de dire, ça y est, on rentre au ministère, c'est une reconnaissance institutionnelle, on en est très, très heureux. Sauf qu'à l'époque, du coup, cette expo est lancée et Daniel Buren n'a pas été prévenu de ces installations temporaires d'artistes urbains, donc notamment mégots et modules de ZER, en co-visibilité avec son travail. Normalement, contractuellement, il doit être prévenu avant qu'il y ait une installation temporaire sur la zone de ses œuvres. Et Daniel Buren a demandé à enlever immédiatement les œuvres des artistes urbains en disant ça c'est... Voilà, moi je ne veux pas de ces œuvres-là. Il y a eu presque un peu un mépris dans son discours de voilà, moi je suis l'artiste contemporain, je ne veux pas de ces artistes qui ne m'intéressent pas. Et à cette époque, le ministère a dit d'accord, on enlève tout, on supprime ces œuvres-là. Et ça a été encore une erreur ministérielle, parce qu'à l'époque, normalement, vous devez demander aussi à l'artiste urbain avant d'enlever une œuvre sans son autorisation. Donc ça a créé beaucoup d'émoi dans ce milieu, dans notre milieu en 2018, et on s'est dit mais quand même ça commence à bien faire. On pensait être rentré, en fait on nous dit de partir, on nous dit qu'on nous écoute, mais en fait on nous comprend pas. Et à ce moment-là, du coup, le milieu a demandé à être mieux reconnu par le ministère, et le ministère a dit d'accord, on va faire 2 choses pour vous soutenir. D'une part, on va vous soutenir pour la création d'une fédération. Une fédération, c'est une tête de réseau qui va permettre de mieux comprendre en fait les problématiques du terrain, d'avoir une interface et de pouvoir travailler pour œuvrer à une meilleure reconnaissance artistique. Et de l'autre, on va vous commander une étude nationale pour pouvoir un peu vous comprendre en fait les besoins et les problématiques, parce qu'en fait on ne comprend pas trop qui vous êtes. Donc c'est un petit peu comme ça que la fédération elle est née en 2018, et depuis donc 6 ans, nous on est vraiment accompagnateurs d'artistes, de diffuseurs. On a un rôle d'observation, donc on questionne les pratiques, c'est aussi pour ça qu'on fait des études. On est vraiment pôle ressources, et on participe à beaucoup de rencontres collectives comme aujourd'hui, aussi pour vulgariser, transmettre l'histoire des pratiques dans l'espace public.
Donc ça, c'est vraiment juste un tout petit préambule pour comprendre d'où on parle. Et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Iseult pour introduire la question de l'étude sur la place des femmes. Ouais. Du coup, oui, pourquoi on a fait cette étude en fait, le constat, on l'avait eu dans l'étude de 2019 où il y avait 13% des femmes qui avaient répondu à cette étude. Donc ça donnait un peu une image et c'est un peu ce que nous... pratiquants du milieu, en fait, on constate, voire parfois beaucoup moins. Et puis aussi ce souhait d'avoir plus d'équilibre, d'homogénéité, en fait, dans ce qui est retranscrit dans l'espace public. En fait, l'espace public est un peu comme une bibliothèque à ciel ouvert, et c'est comment on peut avoir des écrits, des ouvrages qui sont produits par des femmes, mais aussi, qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans cet espace commun. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Donc l'idée de cette étude, c'était dans un premier temps en fait d'avoir des chiffres, donc de faire un état des lieux, d'essayer de comprendre un peu là où on en est pour pouvoir ensuite avancer, d'identifier les obstacles qui soient structurels, sociaux ou symboliques, donc qui freinent l'accès à la connaissance, à la reconnaissance des femmes dans le milieu de l'art urbain. Et puis de formuler des recommandations très rapidement. En fait, notre souhait, c'était d'avoir des outils concrets à proposer, que ce ne soit pas juste une étude, pas juste des chiffres, mais qu'on puisse proposer des choses, qu'il y ait une réflexion dans ce sujet et qu'on puisse lancer des sessions de travail autour de ça. Il y avait aussi cet enjeu d'exigence, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'a priori, de questions posées en fin de table ronde sur « mais alors les femmes dans l'art urbain, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, on manquait un peu de répondants. Donc l'étude, elle a aussi été souhaitée collectivement pour pouvoir avoir factuellement des choses à répondre sur ces a priori-là. Est-ce qu'ils sont vrais ou pas ? Est-ce qu'ils se confirment en fait scientifiquement ? L'idée, c'est d'élever un peu le discours. Oui. C'est aussi pour ça qu'il y a une exigence au sein de la fédération et au sein de cette étude d'avoir vraiment des données sociologiques pour pouvoir mieux débattre en fait de nos problématiques communes. Ouais, et puis je te rejoins, c'est d'élever le débat en fait. C'est que depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup d'expositions, avec que des femmes et des articles sur la place des femmes dans l'art urbain. Mais finalement, comme il n'y avait pas ces recherches, il n'y avait pas de recherche sociologique vraiment sur ce sujet, ça restait en surface en fait sur on n'allait pas vraiment en profondeur sur le sujet et ça manquait réellement. Donc, peut-être quand même de manière complémentaire, il y a eu des recherches universitaires, il y a eu des mémoires de recherche sur ce sujet, je le précise, mais c'est vrai que là, nous, on avait vraiment envie de le faire en tant que fédération nationale pour aussi à un moment mettre cette étude devant les institutions, de la rendre publique auprès du ministère de la Culture, parce que ça a un autre poids aussi, comme on est une tête de réseau. C'est assez politique aussi, en fait, de se saisir de ce sujet au nom de la fédération. Alors sur la méthodologie, donc en fait, ce projet aussi, il est né du souhait de membres du CA. Donc moi j'ai intégré le CA en juin 2023 vraiment avec ce souhait de travailler sur ce sujet-là, et aussi sur la transition écologique, mais on ne pouvait pas être sur les deux gros sujets à cet endroit-là. Donc on est un groupe de travail qui a été constitué avec Lorca, Milo, Marie Dufrieux et Mathieu Tremblin, donc avec des expériences assez diverses. Donc on a vraiment, c'était assez riche en fait dans tout ce travail qu'on a mené depuis 2 ans. Donc on s'est réunis à peu près une fois par mois afin de mener ce projet. Peut-être tu peux parler du financement en fait dans la manière dont on a construit ce projet. Ouais, en fait c'est vrai que c'était bien que ça vienne aussi des membres bénévoles élus, notamment des artistes, parce que on est 2 salariés à la fédération, on est une toute petite équipe, mais je trouve que c'est pas la même légitimité aussi quand ça vient vraiment des pratiquantes de ce milieu-là qui disent là il y a un sujet, saisissons-nous collectivement de ce dernier. Et ce qui était bien, c'est qu'on est sur un conseil d'administration qui est mixte, de genre féminin, masculin, et que ça a été vraiment soutenu collectivement. Donc ça c'est une chance quand même. De la même manière, en tant que fédération, on a mis en place un plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment soutenu à grande majorité. Donc des fois, c'est positif de dire que collectivement, on est tous d'accord pour soutenir ces projets-là.
Et pour cette étude, du coup, l'idée, ça a été de trouver des financements complémentaires, hein, parce que je vous disais, on est soutenu par le ministère de la Culture dans notre fonctionnement, mais l'idée, c'est d'avoir aussi d'autres moyens de financer des projets comme celui-ci. Et du coup, on a réussi à faire un croisement de financement à la fois public et privé avec la mission égalité femmes-hommes du ministère de la Culture, qui est vraiment dédiée à ces enjeux d'inclusivité, et puis avec d'autres mécènes privés qui nous ont dit, on vous soutient, on trouve que c'est un sujet intéressant, nous-mêmes, on se pose ces questions-là. Je pense à la Fondation Desperados notamment. Et donc, on va vous aider à cofinancer cette étude. Et en parallèle, on a lancé aussi une campagne d'appel à dons. Donc, c'est intéressant parce que nous, on est une jeune fédération, donc ça nous a aussi permis de tenter des nouvelles choses qu'on n'avait jamais faites avant, avec plus ou moins de succès. La campagne d'appel à dons a été un peu mitigée parce que c'est pas facile forcément de donner envie de financer une étude. C'est pas une expo, c'est pas une installation dans l'espace public. Mais du coup, pour nous, ça a été aussi une manière de découvrir des nouveaux outils de travail aussi collectivement en tant que structure. Donc ça, c'était hyper intéressant. Je rebondis sur un point dont tu parles. En fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est dans notre groupe de travail, c'est un groupe de travail mixte, donc c'était important qu'il y ait autant la parole des femmes que la parole des hommes. Je repense notamment à Art Contemporain Bretagne, qui ont fait un travail impact où c'était un groupe constitué que de femmes. Donc nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'il y ait vraiment cette unicité dans tous les travaux qu'on va mener et dans les représentations qu'on va avoir. Alors aujourd'hui, on est toutes deux femmes à parler de ce sujet, mais c'est quelque chose qui est important pour nous. Et sinon, en termes pour la réalisation de l'étude, en fait, on a... attends, juste, je vais parler de Cécile Offroy, donc, qui est sociologue et qui travaille, donc, qui est notre interlocutrice au sein de l'association Opal, qui réalise beaucoup d'études justement dans le milieu culturel, notamment sur le jazz, sur la musique, sur l'art contemporain. Donc elle a une expertise très intéressante et elle travaille avec une analyste également au sein de leur association. Donc Julie Daudet a fait tout ce travail autour de la recherche documentaire et Stéphanie Matari nous accompagne pour l'aspect mise en page. Et sinon, c'est vraiment du travail de bénévolat au sein du CA, de notre entourage et des salariés de la fédération. Donc peut-être juste pour expliquer un peu la méthode, c'est une méthode assez classique en sociologie. Donc on avait pour volonté de faire une partie plus quantitative. Donc il y a eu un questionnaire qui a été lancé, qui a été largement diffusé et les femmes artistes pouvaient répondre de manière anonyme à ce questionnaire. Et dans un second temps, il y a une partie plus qualitative avec des rencontres collectives, des focus group, avec là des personnes ciblées, avec plusieurs focus group plutôt avec des artistes et des focus group plutôt avec des diffuseurs. Donc les diffuseurs, ça peut être les institutions, ça peut être les galeristes, ça peut être les porteurs de projets. Et du coup, ça, c'était animé aussi par Cécile Offroy d'Opal. Et du coup, ça venait, elle venait vraiment questionner certains sujets par rapport aussi au premier constat qu'elle avait fait sur la partie quantitative. Donc c'était vraiment une volonté d'avoir ces deux aspects-là pour pouvoir avoir une étude la plus complète possible, même si ça reste quand même des échantillons de travail assez restreints. Mais c'était une bonne première piste pour cette première enquête nationale sur la place des femmes dans l'art urbain. Et juste, je reviens, on a quand même eu des bonnes réponses pour répondre aussi à ce que tu disais tout à l'heure. On a quand même eu plus de 200 personnes qui ont répondu au questionnaire, donc qui est assez, qui nous permet d'avoir une étude assez conséquente, avec de la matière, quoi, notamment par rapport au nombre d'artistes femmes qui sont en France. Je ne sais pas combien on est, mais en tout cas, c'est vraiment un beau panel. Donc, il y a eu vraiment un grand intérêt à cet endroit, quoi. Ouais. Peut-être pour vous donner à titre d'exemple, l'étude nationale de 2019 qui avait été rendue par le Meurer-Bergkampf, on avait eu à l'époque 90 répondants artistes. Donc là, on est quand même presque sur plus de 2 fois plus. Donc ça peut s'expliquer à la fois par rapport à l'enthousiasme du sujet, à la volonté de dire oui, il faut travailler sur ce sujet, c'est important. Et puis il y a aussi nous, en tant que fédération, notre légitimité à porter des études comme celle-là, ce qui était peut-être moins évident en 2018-2019. On débarquait un peu, on se créait. Il y avait beaucoup d'artistes dans le milieu qui étaient assez méfiants de cette volonté d'institutionnalisation de l'art urbain à travers une fédération de l'art urbain. Voilà, on est quand même sur des termes qui ont parfois des connotations pas toujours évidentes pour tout le monde. Et donc, on a mieux communiqué aussi maintenant, on a plus d'outils. Et donc, ça a aussi permis d'avoir plus de répondantes dans cette deuxième étude qu'on a lancée. Et puis, un très bon accueil aussi au niveau des focus group avec des représentants du milieu qui sont là depuis quand même pas mal d'années et qui peuvent retranscrire aussi des éléments sur le sujet. Donc ça, c'est très intéressant et très réjouissant par rapport à tout ce travail engagé. Ouais.
Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de cette partie de réseau, mais peut-être vous dire que l'idée, c'est pas forcément de réinventer l'existant. Nous, on est une fédération, comme je disais, assez jeune. Il y a des gens qui nous précèdent. Il y a d'autres pôles régionaux qui font ce travail d'accompagnement dans le secteur des arts visuels ou dans le secteur du spectacle vivant. Et donc l'idée, en menant cette étude, ça a été aussi un peu de solliciter nos partenaires, de comprendre, par exemple dans les musiques actuelles, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez travaillé, quels sont les écueils que vous avez rencontrés, pour éviter de perdre du temps et de refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, nous on s'inscrit vraiment dans un écosystème, et cette étude aussi, on l'enverra à tous nos partenaires pour que ça puisse donner peut-être d'autres idées pour d'autres fédérations dans d'autres secteurs par la suite. Et beaucoup se nourrir aussi à travers ces différentes structures de comment on peut justement développer des leviers, ou sinon ça a été aussi ton travail. Enfin, Cécile de Opal, Cécile Offroy s'est inspirée de justement tous les travaux qui ont été réalisés, et donc on a essayé de mettre tout ça en lien et de s'inspirer de ce qui avait déjà été fait. Donc l'étude, en fait, elle va être rendue publique le 25 juin. C'est la date clé, c'est la date des rencontres annuelles de la Fédération de l'art urbain. Et donc c'est un événement qui aura lieu à Paris et qui sera ouvert à toutes et tous. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. On va lancer prochainement la communication. Donc ce sera vraiment une journée entière avec une présentation par Cécile Offroy des résultats finaux de l'étude. Il y aura aussi des ateliers de travail. Donc voilà, on est vraiment sur un temps de réflexion très approfondi. Mais comme on intervient presque un mois avant, on s'est dit que ce serait quand même intéressant de vous partager certaines premières données, mais on va rester assez superficiel parce que c'est encore une étude en cours. Donc là, moi, je me base sur des résultats qui émanent du mois de mars et qui ont permis quand même de comprendre un petit peu le profil des répondantes et les problématiques qui sont soulevées par l'étude. Donc je vais être assez rapide pour ne pas prendre trop de temps, mais peut-être vous dire que sur la partie quantitative, on a eu 211 réponses, donc comme le disait Iseult, c'est quand même très très positif, avec une majorité d'artistes qui vivent en Île-de-France, qui sont franciliennes. Donc ça corrobore aussi ce qu'on avait constaté en 2019. Voilà, plus d'attractivité culturelle en Île-de-France, donc plus de personnes aussi qui y vivent, avec un âge médian de 38 ans. Donc ça vous donne une idée un petit peu du profil de ces répondantes. Avec... C'est pas si jeune que ça. C'est un âge médian, donc ça veut dire que vous avez la moitié en dessous, vous avez la moitié au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces répondantes, il y en a, en général, elles ont une dizaine d'années de pratique. Donc c'est quand même, les répondantes ont une certaine confirmation aussi de leur pratique dans l'espace public. La moitié se disent autodidactes, c'est-à-dire sans formation professionnelle. Donc ça, c'est des choses qui corroborent pas mal ce que nous, on avait pu constater en 2019. Je vais juste rebondir là sur ce que tu dis par rapport aux formations. En fait, de ce que je me rappelle, tu me diras, mais sur les artistes femmes en fait, qui pratiquent depuis une dizaine d'années, on remarque qu'elles sont beaucoup plus formées que celles qui ont commencé il y a plus longtemps. Oui, ouais. Oui, donc, ça, c'est un changement dans des écoles et donc qui arrivent dans la rue par un autre prisme. En fait. Oui. Mais bon, la question de je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des artistes qui se disent autodidactes et ce n'est pas le cas. Moi, je l'ai vu sur d'autres générations. La génération d'avant, ils disent qu'ils n'ont pas fait de formation, en fait, mais c'est aussi une posture. Donc c'est très intéressant. Là où on a été étonnés, c'est sur la large prédominance du muralisme. Nous, on pensait que finalement, il y aurait peut-être plus de médiums différenciés dans les artistes qui ont répondu, mais là, on est quand même sur 65% d'artistes répondantes qui se revendiquent du muralisme, donc vraiment de la peinture murale, de manière plus ou moins grande dans l'espace public. Il y en a aussi beaucoup qui se revendiquent de l'affichage, du collage, on est à 40%, et ensuite du graffiti. Donc, c'est pas forcément les graffeuses qui ont le plus répondu à cette étude. Et parmi peut-être ce qui veut dire que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas plus de graffeuses parce que justement on est vraiment sur une pratique illégale et peut-être qu'on n'a pas réussi à toucher ce public. Néanmoins on a essayé de mettre beaucoup d'efforts justement à essayer de les avoir pour avoir cette mixité en fait dans les réponses. Tout à fait. Parmi les répondantes, la moitié disent faire du figuratif. Donc finalement, on est sur figuratif versus abstrait. Finalement, c'est des chiffres qui... On pensait que ce serait davantage de figuration et pas tant que ça. Et 7 artistes sur 10 disent disposer d'un atelier. Donc on est quand même sur des pratiquantes qui ont aussi un travail en amont quand elles vont peindre ou œuvrer dans l'espace public. Elles ont aussi un lieu à leur domicile pour préparer leur peinture. Sur la question du sexisme aussi, il y avait des questions qui étaient orientées sur ces sujets-là. Vous me dites si on est trop longue sur les résultats. J'essaie d'aller vite, mais... faut pas hésiter à nous dire.
dans les questions en tout cas dans les résultats qu'on a obtenus, 60% ont dit être confrontés à du sexisme. Donc c'est un chiffre qui est quand même majoritaire. 50% disent avoir subi une dévalorisation en tant qu'artiste femme. Et la moitié aussi se sentent exclus de l'entre-soi masculin. Donc il y a quand même un sentiment d'isolement qui est assez récurrent dans les résultats qu'on a eus. Et 45% disent avoir un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Finalement, c'est un petit peu moins de la moitié. Là, moi, je vous donne vraiment ces chiffres comme ça. Je ne fais pas d'analyse derrière, mais c'est les premiers résultats que l'on a eus. Là où moi, j'étais un peu étonnée, c'est qu'une artiste sur deux se sent isolée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait constaté en 2019, ce caractère un peu d'isolement. Moi, dans ma pratique, je me sens seule. Donc ce sera intéressant de savoir où ces artistes-là vivent. Est-ce qu'elles sont plutôt en zone rurale? Est-ce qu'elles sont dans les grandes villes? Et le souhait d'avoir un lien, il est très très fort. Et en même temps, il n'y a que la moitié des femmes qui se disent adhérentes à un réseau. C'est-à-dire que là, maintenant, dans l'écosystème des arts visuels, vous avez beaucoup de réseaux, vous avez des fédérations, vous avez des pôles. Nous, on existe en tant que fédération. Mais dans les répondantes, 1 sur 2 n'est pas adhérente à un réseau. Donc voilà, il y a un sentiment d'isolement et en même temps, qu'est-ce qui est mis en place? C'est une question ouverte, il n'y a pas de jugement là-dedans, pour essayer de créer de la connexion. Et ça, on voit que c'est une demande très forte, notamment au nom de la Fédé, de créer du lien, d'être plus en groupe. Et Cécile, quand tu parles de réseau, c'est réseau plutôt institutionnel ou ça veut dire aussi faire partie ou pas d'un collectif? C'est plutôt un réseau, on va dire, associatif, je pense, plus institutionnel. Enfin, nous, on n'est pas une institution, mais on s'appelle fédération. Ouais, okay. Donc après, il y a la question des collectifs d'artistes. Donc ce serait intéressant, en effet, de nuancer ce que je dis là par rapport aux collectifs d'artistes. Mais là, c'est vraiment sur des réseaux type professionnel, type Pôle Art Visuel Pays de la Loire, type ACB Bretagne, en fait. Ouais. Non, mais j'avais fait, en parenthèse, mais un peu le même constat en interrogeant des street artistes, donc femmes, qui se dénonçaient l'entre-soi masculin et à qui je disais, parce que récemment on observe qu'il y a des créations de collectifs, notamment en non-mixité ou en mixité choisie, et qui disaient non, je sais qu'il en existe, mais soit j'ose pas, soit j'ai pas pris l'initiative, et je trouvais ça intéressant. Mais la question de la responsabilité, quand même, elle est hyper importante, c'est-à-dire que nous, on a aussi des artistes qui disent c'est pas pour moi, je n'y vais pas. Ok, mais du coup, c'est vrai que d'autres iront, et ce ne sera pas toi. Nous, c'est les mêmes constats qu'on a sur les gens qui postulent à des bourses, à l'acquisition patrimoniale. Nous, on n'arrête pas de dire aux artistes, c'est pas très rigolo à faire, mais postuler, candidater, parce qu'on n'ira pas vous chercher, en fait. Donc c'est aussi cet enjeu-là qui est sous-tendu. Excusez-moi, quand on dit la moitié, je ne sais plus quel pourcentage, mais des femmes qui ne se sentent pas bien dans la rue, c'est dans leur pratique de street art ou c'est globalement? Là, c'était, moi, ce que j'avais dans le résultat qu'on avait, c'était 45% ressentent un sentiment d'insécurité dans l'espace public. Je pense que c'est de manière générale, pas forcément en tant que pratiquante. Enfin, pas seulement quand elles posent ou qu'elles œuvrent dans l'espace public. Et néanmoins, si je peux me permettre, c'est pas forcément un frein. C'est-à-dire qu'en fait, on y va quand même, mais on adapte nos pratiques. Donc, comme on disait tout à l'heure, on y va 2 jours, on y va plusieurs. Et mon analyse personnelle, c'est que c'est la peur dans l'espace urbain est moins un frein à avancer dans ce milieu que l'entre-soi masculin. C'est-à-dire qu'on va dans la rue, mais après, finalement, comment on en sort pour aller dans les galeries? Ouais, c'est intéressant. Du coup, en complément de ça, il y a eu une analyse plus documentaire, notamment sur la diffusion de ces artistes à travers les réseaux, les galeries, à travers les institutions, etc. Là, j'ai juste un chiffre que je mettrai en exergue, c'est les structures qui diffusent des artistes programment en général 17 artistes et en moyenne 2,3 femmes sur 17 artistes. Et ce qui est intéressant, c'est que pourtant, on a vu que les équipes de ces structures étaient paritaires, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes programmatrices que d'hommes programmateurs. Néanmoins, il y a une disparité très forte dans le choix de la curation, de la sélection des artistes qui sont présentés par ces structures-là. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sur les lieux. Ça pose plein de questions. Et donc, en parallèle, il y a eu une réflexion plus sur la partie qualitative à travers les focus group. Et ce qu'a mis un peu en valeur Cécile Offroy, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est la question du jugement esthétique. C'est-à-dire que souvent, quand on interroge un programmateur, une programmatrice sur pourquoi vous n'exposez pas plus de femmes, l'un des arguments, c'est la question de la qualité. Moi, je ne juge que la qualité.
C'est-à-dire que si vous êtes médiocre, je ne vous programme pas. Sauf que, ce que disait Cécile Offroy, c'est que la question de la qualité n'est jamais définie. C'est-à-dire que le critère derrière n'existe pas. On vous dit cet argument-là, mais derrière, en fait, comment on juge ou pas cette qualité? Et donc, c'est un impensé. Elle a vraiment mis en avant cette question de l'impensé quand on parle de jugement esthétique. Moi, je trouve ça trop intéressant aussi. Et en creux, il y a la question aussi du féminin. Ce qui est connoté féminin, c'est une œuvre féminine, d'une artiste féminine, c'est généralement vu comme péjoratif. Ça, c'est quelque chose qu'elle a soulevé aussi dans les focus group. Voilà, on cible quelque chose comme féminin, en fait, c'est vu comme quelque chose qui n'est pas forcément très amélioratif, quoi. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et de la même manière, le fait de prendre soin de l'espace public, de vouloir embellir l'espace public, ça peut être un terme qui peut être revendiqué par des artistes femmes, il est jugé négativement. Donc le care de l'espace public aussi, il est jugé négativement dans ses critères dits esthétiques. Donc ça, c'est très intéressant. Et l'autre chose aussi qu'on a constaté, c'est que l'expérience féminine dans la production d'œuvres dans l'espace public, de commandes légales par exemple, c'est un impensé dans le cadre du travail. C'est-à-dire qu'on a des structures avec des femmes parfois opérantes dans les équipes qui invitent des artistes femmes à venir peindre des grands murs, faire des expos, mais jamais n'est pensé les conditions de travail et d'accueil de ces femmes. C'est-à-dire, est-ce que la question des règles menstruelles, la question de la taille de la femme sur un échafaudage, elle est plus petite qu'un homme, la question aussi de la garde des enfants. Ces sujets-là, pour l'instant, n'ont jamais été pensés par les programmateurs interrogés dans les focus group. Ils n'y ont même pas pensé. Donc ça peut être aussi un frein supplémentaire parce que on ne peut pas forcément se mettre en retrait de ses enfants pendant un certain temps dans une résidence. Et ça, c'est les mêmes constats dans l'art contemporain. Donc ça peut être un autre frein aussi à la programmation des artistes femmes. Ou alors, j'y suis allée une fois, c'était horrible, j'y retournerai pas. Ça peut être aussi ce constat-là. Donc ça, c'est vraiment les premières observations que nous glanons comme ça. Je rebondis sur ce que tu disais là justement. En fait, c'est quand même un milieu où on est amené à bouger sur une semaine, voilà, parfois plus, en France ou à l'étranger. Effectivement, quand on a une famille, qu'on a des enfants, on choisit. Voilà, c'est pas forcément simple, et surtout pour celles qui sont seules avec leurs enfants, ça devient d'autant plus difficile. Donc, en fait, on est obligé de se mettre un peu plus de côté. Il y a aussi, je crois que c'est Kenza qui parlait de ça, et moi aussi, je le vis aussi un peu comme ça, c'est la prise de risque. À partir du moment où on a des enfants, on prend beaucoup moins de risques. Donc voilà, il y a beaucoup moins de transgressions, beaucoup moins de... Donc on se limite finalement dans notre production quand on crée une famille, quoi. Et je crois que c'est une population où de toute façon les femmes artistes ont moins d'enfants que la moyenne nationale, beaucoup moins. C'est intéressant. Oula, c'est précis. Non, mais je ne pourrais pas dire. Non, mais il me semble que j'avais vu que les femmes artistes avaient vraiment beaucoup moins d'enfants que statistiquement. Alors peut-être sur la première thématique, faire carrière dans le street art, et je vais rebondir par rapport aux données. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la moitié qui se déclare autodidacte, et pourtant on voit qu'on peut faire carrière, ce qui en France est très paradoxal, puisque on peut être professionnel et se dire professionnel que quand on a un diplôme finalement qui fait écho en tout cas à son métier. Là, c'est pas le cas. C'est ce qu'on constate dans d'autres champs de l'art qui se sont institutionnalisés. Je pense au hip-hop, à la bande dessinée, au rock il y a plus longtemps. Mais alors du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on se lance. Qu'est-ce qui fait? Parce qu'on ne se dit pas je vais devenir street art ici, je sais pas. En tout cas, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se lance dans cette pratique, et surtout, quelle est l'étape qui fait qu'on a envie d'en vivre et d'en faire son métier? Alors d'en vivre, j'en sais rien, mais en tout cas d'en faire son métier. En fait, moi, ça a été progressif. C'est-à-dire que j'ai fait un projet qui s'appelait Open Your Eyes en 2003. Donc, j'ai commencé dans les années 2000 où j'ai expérimenté différentes choses. J'ai commencé à travailler à la bombe, à faire des portraits très réalistes. Après, j'ai fait du pochoir et j'ai fait ce projet Open Your Eyes avec une amie. Et qui a eu pas mal de visibilité, et après j'ai participé à beaucoup d'événements, et de fil en aiguille en fait j'ai rencontré différents acteurs et actrices du milieu, et qui fait que j'ai commencé à exposer dans différents endroits, des expositions collectives, rencontrer des galeristes et trouver une économie en fait. Donc j'ai au fur et à mesure en fait lâché mon travail. J'étais ingénieure du son et réalisatrice de documentaires.
Et je trouvais beaucoup plus de liberté finalement dans la peinture, dans ce que je faisais dans cet endroit-là. Voilà, j'ai commencé petit et de fil en aiguille, j'ai développé ma pratique. Donc on en vit forcément à partir du moment où on institutionnalise aussi sa pratique, si je comprends bien. Enfin, en tout cas, à partir du moment où il y a de la commande, où on passe dans les galeries. Oui, alors après, je pense qu'il y a peut-être deux chemins un peu différents. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les galeries, il y en a qui font beaucoup de festivals. Mais pour arriver à vivre de son art dans les festivals en faisant des murs, là c'est peut-être plus complexe. Moi je sais que par rapport à d'autres artistes, hommes, femmes, qui font que des festivals, ça engage beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps que de vendre des pièces et de, entre guillemets, développer sa cote et d'être dans le marché de l'art du street art, quoi, en galerie. Et puis après, il y a plus les commandes publiques qui arrivent aujourd'hui depuis quelques années, mais qui, moi, à l'époque, n'étaient pas encore vraiment là, quoi. Et est-ce qu'il y a des mentors aussi, parce que c'est ce qu'on constate parfois dans les mondes de l'art, qui sont là pour... qui sont des prescripteurs, prescriptrices, et qui sont là finalement pour tracer une voie justement vers ce métier. Enfin, en tout cas, se dire qu'à un moment donné, ça va être possible d'en vivre et d'en faire son métier. Ou pas? Alors moi, j'ai pas eu ça, parce qu'en fait, comme c'est tout jeune, et l'aspect économique autour de ce milieu est très frais. Donc il y a eu des moments un peu clés. Il y a eu une grosse exposition à la Fondation Cartier qui retraçait un peu, c'était Né dans la rue en fait, où il y avait toute l'histoire du graffiti, notamment beaucoup d'artistes français et internationaux. Et c'est rentré dans le marché de l'art aussi à un moment donné où Arnaud Oliveux, Arcurial, qui est une salle de vente, a commencé à créer des ventes aux enchères. Alors en fait, ce qui était particulier, c'est que normalement les ventes aux enchères en fait se font en seconde main, on va dire. Et là, en fait, ils sollicitaient les artistes pour vendre leurs œuvres. Donc il a créé finalement une économie autour de ça. Et puis il y avait des galeristes qui étaient déjà là. On peut citer Magda Danis qui était déjà implantée déjà dans les années, elle a commencé à 15 ans. Donc, dans les années 90. Voilà, donc c'était une des premières. Et puis après d'autres qui se sont installés dans les années 2000, etc. Et dans les années 2006-2008, là ça a vraiment pris et il y a eu une économie où les artistes pouvaient vivre de ce travail. Et puis il y a eu aussi... il y a une économie un peu parallèle, c'est toutes les associations de graffeurs qui là font beaucoup de décorations, d'événements, etc. Mais ça c'est une autre manière de vivre de ça. Mais peut-être juste historiquement, en fait c'est un peu cyclique. Dans les années 80, il y a eu notamment les médiapeintres ou les picturo-graffitistes, on les appelait comme ça. Donc des gens comme Blake Lerat, comme Jean Faucheur, les frères Ripoulin, ou Mystique, qui ont eu aussi, Speedy Graffito, qui ont aussi beaucoup vendu à cette époque-là, notamment dans le marché de l'art. Mais après, dans les années 90, c'est complètement retombé. Donc il y a eu comme ça parfois des vagues, un peu de médiatisation. Les médiapeintres, c'était des gens qui étaient donc médiatisés, ça vient de là. Et puis en fait, comme on en parlait tout à l'heure, de l'arrivée du numérique et avec aussi l'arrivée de nouvelles générations comme Arnaud Oliveux, il y a eu aussi Agnès B. Il y a eu un peu un regain dans les années 2000-2010 en fait. Ouais, et là où il n'y avait pas de graffiti dans les... Pardon ? On peut intervenir, poser des questions ou... Sentez-vous libre d'intervenir. Non, mais voilà, c'est peut-être pas organisé comme ça. Si, allez-y. Pour aller dans votre sens du creux d'après les années 80, il ne faut pas rêver non plus. Dans les années 80-90, ils ont un peu vendu, ils arrivaient tout juste à vivre de ce qu'ils vendaient en tant que peintres, ou graffiteurs, ou comme vous voulez. Après, ils ont fait beaucoup d'autres travaux, il n'y a plus de marché. Les galeries actuellement, il y en a 5. Ah non, pas du tout. Oui. Il y en a 200. Enfin, nous, on en a 100. Voilà, posez la question, vous verrez qu'il y en a 5 qui fonctionnent bien. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'institution. Il n'y a aucune institution. Aussi, ils ont acheté trois ça a fait la une, ils ont acheté 3 œuvres pour Beaubourg, le Fonds national d'art contemporain, a acheté pour la première fois des œuvres au bout de 50 ans, des œuvres de plasticiens. Donc le marché, il est de briques et de broc. Pour en vivre, c'est extrêmement difficile. Donc c'est vrai que ça existe. Et de là à en vivre et de là à faire que ces plasticiens fassent carrière,
En général, ils font carrière parce qu'à côté, ils sont profs, à côté, ils donnent des cours, à côté, ils sont graphistes, à côté, etc. Enfin, voilà. Mais alors je rebondis pas sur... seulement, Non, mais je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'en fait... C'est une réflexion parallèle, c'est pas une contradiction. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une étude, tu me diras, hein, Cécile, mais il me semble que c'est ça, c'est qu'au niveau de l'art contemporain, en fait, justement, c'est plus complexe pour les artistes en art contemporain de vivre de leur art que par rapport à l'étude qui a été faite en 2019, il y en avait beaucoup, les chiffres étaient plus importants dans l'art urbain, où justement les artistes vivaient de leur art. Parce que justement, il y avait ces associations graffiti, parce qu'il y avait différents chemins parallèles, voilà. Et il y avait beaucoup, et contrairement à l'art contemporain, il y en avait beaucoup moins qui donnaient des cours, justement, ou qui avaient un travail en parallèle. Et là, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même un grand pourcentage de femmes qui vivent de leur travail. Donc c'est quand même assez... là, dans l'étude qui va être rendue, on a une artiste sur 5 qui dit avoir une autre activité professionnelle parallèle. Donc c'est minoritaire. Assez peu, finalement, assez peu. Et à mon avis, par rapport à l'art contemporain, on n'est pas du tout au même endroit. Donc on a une économie dans le milieu, même si j'entends effectivement ce que vous dites, où c'est peut-être pas reconnu institutionnellement, néanmoins, on est professionnalisé. Mais d'une certaine manière, on a trouvé un peu... Il y a une vraie réputation en termes, je dirais, de grand public et beaucoup moins en termes de milieu professionnel de l'art contemporain. Oui. Où là, je dirais, il y a une ségrégation qui se fait. Oui, complètement. Sur l'art urbain en général, et particulièrement l'intervention des plasticiennes femmes. Oui, mais on retrouve ça dans d'autres milieux artistiques où il y a une concurrence. Théâtre Puis quand le marché, en fait, il n'est pas non plus extrêmement... ça veut dire qu'il faut se partager les parts du gâteau. Donc il y a pas de commande officielle. Pas un musée ne constitue une collection d'art contemporain. Elles sont toutes soit privées, soit temporaires et elles disparaissent. Aucune institution, pas de FRAC, pas de FNAC. Je ne suis pas d'accord avec ça, par contre. Alors, je précise autour de ce thème-là, non, ils ont pris des artistes. Vous avez quelques artistes qui sont comme ça intégrés. Citez-moi une des grandes institutions qui est constituée par le Palais de Tokyo. Et alors, le Palais de Tokyo n'a pas de collection, c'est un centre d'art. Ce n'est pas un musée de France, donc ce n'est pas un musée d'art. Ça montre bien quelle est leur conscience par rapport Et vous avez par exemple le MUSEM qui a une énorme collection graffiti qui émane de recherche ethnographique depuis les années 2000 avec des enquêtes collectes et qui a une des plus grosses collections. Elle n'est pas systématique, elle est intégrée à une politique générale. Il n'y a pas un FRAC ou un musée qui soit dédié autour de ça. Alors dédié, non. Il y a plein de villes qui développent... Pardon ? Il y a plein de villes qui font appel à des muralistes. Oui, c'est des villes. C'est des musées à ciel ouvert. C'est des villes, c'est des acteurs publics, mais ce n'est pas des institutions nationales. Voilà. Mais sur la question patrimoniale... Et en général, pour les villes, c'est souvent du muralisme derrière. Ouais. Mais sur l'acquisition d'œuvres mobilières, vraiment de tableaux, d'œuvres d'art qui sont mobiles, issues d'artistes de l'art urbain, là, nous, on a fait une enquête sur ça, et moi, j'ai créé une liste, en fait, de toutes les œuvres qui sont acquises dans les FRAC, dans les musées, donc ça, je pourrais vous l'envoyer. Ça vous donnera un peu une idée, parce que c'est très mitigé, tout comme la précarité des artistes urbains est une réalité, mais finalement, c'est un petit peu à nuancer, parce qu'il y en a un petit peu plus que ce que l'on pense. Donc ça, je pourrais vous l'envoyer. Mais voilà. Peut-être Alice, toi justement, en tant qu'amatrice, vous avez dit que tu étais avocate. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se lance pas, qu'on se lance dans la pratique, mais on n'imagine peut-être pas ou qu'on ne veut pas en faire son métier. Est-ce qu'on s'auto-censure? Est-ce que j'en sais rien? Je sais pas si je m'auto-censure. J'ai jamais imaginé, peut-être jamais rêvé faire une carrière artistique. Et puis j'ai commencé le pochoir un peu tardivement, tout est relatif, mais à 30 ans, parce que en fait, j'étais passionnée depuis que je suis ado de graffiti, de street art, et à la fin de ma vingtaine, j'ai tenu un blog sur le street art, j'ai interviewé des street artistes. Et puis je me suis dit, mais en fait, il faut que je le fasse. Donc là, j'ai découvert le pochoir. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Ça paraît faisable. Parce que techniquement, moi, je ne sais pas dessiner. Il y a une grande blague en street art, c'est de dire les pochoiristes, ils ne savent pas dessiner. Voilà. Alors avant, on décalquait des Mickey, puis on leur mettait une bombe aérosol dans la main. Enfin, c'est pas totalement faux. Mais en tout cas, il y a un côté pop où on reprend des grands symboles. Donc moi, j'ai fait ça. Et ça m'amusait beaucoup. Là, du coup, j'ai rencontré des street artistes. J'ai participé à des événements. Déjà, ça me semblait très précaire. Moi, j'étais déjà dans ma vie professionnelle, en tant qu'avocate, donc on pousse quelque chose, un milieu un peu conservateur. Donc, oui, j'ai pas vu l'intérêt de me lancer. Ça m'aurait semblé trop risqué. Et puis aussi, en fait, honnêtement, ce que je produis, je trouve que ça n'a pas d'intérêt quand ça n'est pas dans l'espace urbain. En
fait, si je fais ce que je fais sur une toile, je trouve que c'est pas qualitatif. Enfin, je peux pas. Je trouve que je sais pas à qui le message s'adresse non plus. Voilà, ce que je trouve bien, c'est que ça soit dans la rue, au milieu des centaines de messages, ça sera vu, pas vu, ça viendra questionner autre chose, mais voilà, je suis vraiment satisfaite du produit œuvre. En fait, j'aime pas, voilà, c'est pour moi, ça n'a pas, ce que je fais n'a pas le statut d'œuvre. D'ailleurs, je parle de pièces souvent plutôt que d'œuvre. Oui, surtout que sur cette question de la patrimonialisation, en effet, il y a quand même un peu un paradoxe de faire rentrer l'art urbain dans les murs du musée. C'est peut-être des murs dans des murs. Ben, c'est ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a... C'est vraiment un paradoxe chez les plasticiens. Enfin, d'ailleurs, on ne leur a jamais proposé. Bon, ou peu. Oui, mais je pense en effet qu'il y a aussi des artistes qui... Ils ont des pratiques très poreuses. Souvent sont moins innocents qu'ils le disent, avec des formations, avec une vraie culture autour de la peinture ou autour d'autres arts plastiques. Donc, voilà, enfin, il y a... Je sais pas. Il y a quand même des ambiguïtés, parce qu'il y a des... Moi, je les trouve très, très libres. Oui, très libres. Si on leur propose, ils ne refusent pas. Puis ils aiment bien la rue parce que c'est la plus belle des galeries, ce que disait Mystique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a aussi des artistes qui ont des pratiques parallèles, oui. C'est-à-dire qui font... et d'ailleurs qui n'aiment pas forcément le terme de street artist parce qu'il peut être un peu enfermant, et qui disent je suis artiste et parfois je pratique dans la rue et parfois j'ai une pratique d'atelier et j'expose et c'est pas la même chose. Et il y a des street artistes qui vont faire par exemple du collage sur les murs, mais par contre quand ils sont en galerie qui font de la sculpture. Enfin, moi, donc en fait qui ont des pratiques très très. Puis ça pose aussi la question du côté éphémère de l'art urbain, où souvent les artistes qui travaillent dans la rue, justement, ils veulent pas que leur travail soit patrimonialisé pour l'éternité, et qui aussi à cœur ce côté éphémère. Oui. Et après, il y a aussi qu'est-ce qu'on patrimonialise, c'est un peu la question, c'est-à-dire que quand on est dans un musée ethnographique comme le Mucem, on peut patrimonialiser un bout du mur de Berlin, c'est intéressant parce que c'est une pratique d'enquête-collecte de terrain. Quand on est un musée d'art, ça peut être une commande à un artiste dit urbain qui propose autre chose qui n'est plus de l'art urbain, mais qui peut se comprendre de par son parcours d'artiste urbain. Et puis on a aussi des musées qui peuvent par exemple visibiliser des archives, donc des documents qui viennent en fait rendre compte des traces mémorielles dans l'espace public. Ça peut être de la photographie, ça peut être des sketchs, des dessins préparatoires. Et ça, c'est aussi très intéressant à patrimonialiser, à la fois pour de la sauvegarde, parce que ce sont des œuvres fragiles, et parce que ce sont aussi des témoins historiques d'une pratique légale ou illégale dans l'espace public. Donc ça peut être vraiment plein de biais différents sur la question patrimoniale et le musée. Alors c'est un art quand même du débordement, puisqu'on peut justement... normalement décadré, avoir des supports sans frontières, le mur, la porte, le trottoir, la friche industrielle, etc. etc. Et alors, j'ai retrouvé, puis on en avait parlé avec Alice, mais à Angers, donc il y a le dispositif Murmure-moi, où la ville souhaite accompagner la pratique locale du street art en expérimentant la mise à disposition de murs d'expression libre sur lesquels chacun peut s'exprimer artistiquement, graffiti, collage, pochoir, etc., sans demande d'autorisation préalable. Alors là, on va voir l'effet quand même de l'institutionnalisation qui est quand même extrêmement fort, mais du coup complètement ubuesque, puisque je lis juste quelques tout petits passages, mais pour qu'on se rende compte de ce phénomène d'institutionnalisation. Donc la ville met à disposition des espaces dédiés. Par contre, il faut que la personne s'engage à respecter le règlement d'utilisation. Il y a un règlement d'utilisation de ces murs. Ça va leur faire envie. Alors, bannir les propos ou signes injurieux, partisans, religieux, racistes ou insistant à la haine, d'accord. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa propre sécurité, donc je trouve ça très infantilisant, et celle des autres usagers de l'espace public. En creux, on pourrait devenir violent et... Bon, bref. Avoir des relations courtoises avec les passants. Voilà, le voisinage, en expliquant si besoin, donc il faut faire de la médiation. Alors, ça peut être une pratique, comme tu disais tout à l'heure, c'est intéressant d'aller voir les... Je veux dire, là, c'est une injonction, en fait, hein, c'est bien d'expliquer aussi, ne pas gêner les usagers et les pratiques des lieux spécifiques, laisser propres les abords des murs, parce que, en plus, vous pourriez être très sale, et bien évidemment, respecter les consignes et les horaires d'ouverture des murs situés dans des espaces privés. Seuls les murs identifiés par la ville sont mis à disposition pour une pratique légale du graphe.
Ces murs sont signalés par un pochoir murmure-moi. Bon, voilà. Je trouvais ça intéressant parce que du coup on se dit, en fait on parle de l'art du débordement, on a vu que c'était partie des pratiques illicites. Bien sûr, ils ne peuvent pas. Oui, mais le paradoxe, ils y arrivent. Parce qu'il y a... Non, mais ils y arrivent, puisqu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Ouais, donc est-ce qu'on peut encore se dire street artiste à partir du moment où on va sur ces murs qui sont donc laissés par la ville à ces street artistes. Enfin, oui. Mais oui, pour moi, c'est pas du tout un problème. Mais d'accord. Peut-être que je vais d'abord laisser les artistes parler, mais moi, je vais être défenseuse de la ville d'Angers pour le coup. Ok. Non, alors pour moi ça fait pas sens clairement. Enfin, je pense que c'est intéressant d'avoir un endroit où éventuellement on peut s'entraîner, notamment si, enfin voilà, pour les personnes qui se sentent pas légitimes, donc ça peut être les femmes qui ont besoin d'un grand espace, voilà. Après, bon, déjà quand j'entends pratique légale du graphe, bon, il y a la pratique du graffiti, elle est légale et illégale, on peut les cumuler. Et puis là, enfin, je disais c'est très infantilisant. Je trouve qu'aussi qu'on a l'impression qu'on s'adresse à une population. Les malfaites. Bah oui, enfin, soyez polis, soyez propres. Donc il y a une sorte aussi d'essayer de canaliser, d'enfermer. Il y a un contrôle sur les corps même. Exactement. Donc bon, enfin, je suis pas contre, mais clairement je suis pas fan. Moi, je pense qu'il y a là, en fait, sur les personnes qui ont écrit, il y a une méconnaissance et puis une maladresse, en fait. Je pense que c'est plus ça, c'est de comprendre un peu quelles sont... Enfin, voilà, de définir un peu les choses, mais je pense que c'est une question juridique, c'est qu'ils essayent de caler un peu tous les trucs. Moi, je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait des espaces d'expression, pourquoi pas. Je pense que ça colle pas pour tous les artistes. Notamment, moi, en fait, mon support compte autant que ce que je vais poser dessus. Il raconte une histoire et en fait, moi, j'irai à aucun moment poser sur un mur comme ça, j'irai à aucun moment poser sur un grand mur blanc, tout nickel. Ou enfin voilà, quand on propose des murs sur des projets, bah tiens, tu te mets là, tu as un mur comme ça, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que ce mur raconte, l'histoire du bâtiment, l'histoire du quartier, donc en fait c'est un art contextuel. Donc on a tous aussi des pratiques très différentes. Donc si c'est pour poser un lettrage et vraiment s'exercer, travailler son outline, tous les codes du lettrage, ben pourquoi pas, puisqu'on a un support quand même sur lequel on peut s'exprimer et en plus qui amène une forme de visibilité. Moi ce qui me questionne aussi c'est... je ne sais pas si tu as dit ça, enfin, de quelle manière c'est renouvelé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle t'es toyé en fait, où tu t'es recouvert. Donc est-ce que tu dois laisser, tu vas faire ton truc et puis 2 heures après t'es recouvert et justement c'est pas marqué. Voilà. Et ça justement, parce que ça c'est les codes du graffiti qui sont pas émis dans cet endroit-là, c'est intéressant. Oui, donc il y a encore un moyen finalement derrière de dévier de ce qui a peut-être été... je sais pas, mais c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est des murs qui sont constamment recouverts. Ouais. Et donc, recouverts par qui les utilise, et en fait, ce truc un peu... Tu vois de quoi je parle? Bah oui, mais en fait... tu vois, ça me questionne, en fait. Mais c'est hyper intéressant, mais enfin, les deux discours sont super intéressants, mais il faut aussi comprendre le contexte de la ville, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de collectivités territoriales, ou même le ministère de la Culture, qui nous dit, il y a des publics, il y a des artistes qui nous demandent d'avoir des murs mis à disposition pour s'entraîner. On n'est pas sur une œuvre que l'on pose pour l'éternité, on est là pour s'entraîner, pour expérimenter et pour être sur des murs dits plus tolérés finalement. C'est-à-dire qu'on ne se fera pas arrêter, on peut le faire en plein jour et c'est une safe place. En tout cas, il n'y aura pas des flics qui vont venir nous arrêter. Souvent, c'est ça en fait qui est demandé dans le cadre de ces dispositifs de murs libres, murs tolérés, plans de murs, enfin vous en avez dans plusieurs villes, qui sont souvent pour une cible spécifique d'artistes qui sont dans cette demande-là. Donc par exemple à Nantes, vous avez une association Plus de Couleurs qui gère ces murs-là. Donc c'est une association avec des graffeurs, donc c'est intéressant aussi parce que du coup vous avez quand même ce rapport aussi au collectif. Voilà, ça sort pas de nulle part, c'est un travail fait avec des gens qui viennent du terrain. Et du coup, il y a eu des choix comme ça de murs faits avec des cartels qui disent ici vous pouvez vous exprimer et vous ne serez pas embêtés ni par la ville ni par les forces d'autorité. En fait, c'est ça qui se joue. Et là, le coup du règlement, il est un petit peu caricatural, mais ça peut être une maladresse institutionnelle, ça arrive, hein, on n'est pas tous experts de tout. Et puis, il faudrait aussi voir comment ça a été négocié avec les propriétaires des murs. Peut-être qu'il y a eu des exigences qu'on n'a pas dans le cadre. Enfin, je me fais un peu l'avocate de la défense, mais parce que finalement, très contextuellement, c'est très spécifique à chaque ville. Et ce que l'on a, nous, comme résultat, ça
Ça se trouve, ça a été des heures de débat en interne qui sont beaucoup plus complexes. Enfin, moi, on m'appelle souvent en tant que fédération des collectivités, mais je vous dis, un élu qui demande un parcours street art dans 5 jours, illico presto, des fois, c'est ça les demandes qu'ils ont, en fait. Donc, forcément que c'est fait de manière maladroite, parce qu'il y a des enjeux politiques, mais qui nous dépassent, nous, grand public, quand on lit un règlement comme ça. Avec des artistes qui sont peut-être pas forcément, ou des acteurs, des actrices qui sont pas forcément sollicités pour avoir ces réflexions-là. Et moi, ça me fait penser, c'est qu'en fait, finalement, contractuellement, quand on travaille sur une commande, sur un grand mur, et bien finalement, ça fait partie plus ou moins, de manière écrite un peu différemment, mais ça fait partie du contrat, du cœur du contrat, que ce soit sur l'aspect médiation, sur le respect légal, sur là où on va peindre. Enfin, il y a beaucoup d'éléments finalement qu'on peut retrouver dans un contrat. Oui, peut-être. Ah oui, vas-y. Du coup, je suis concerné de deux côtés par ce truc-là. Je suis en stage à la ville de Angers. Et donc, on m'a demandé de réécrire ce règlement. Ah alors, on a bien fait d'en parler. Parce que, pour le coup, d'un côté, je suis artiste à Nantes et j'ai développé ma pratique quasi essentiellement sur les murs libres. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que, justement, pour le coup, je parle du figuratif, ça prend du temps. On peut se poser une journée sans être embêté, peindre ce qu'on veut. Et après, c'est partie du jeu, c'est recouvert. Et pour moi, c'est mentionné dans le règlement, et il me semble à Angers aussi, que justement il ne faut pas faire des installations qui vont faire du volume sur le mur pour pouvoir être recouvert assez facilement. Et pour qu'il y ait un volume en fait, parce que plus aucun mur est blanc maintenant, en fait tous les murs sont déjà recouverts, donc on est obligé de recouvrir quelqu'un, juste faut le faire bien, pas recouvrir en plein milieu, etc. Mais c'est quand même pris en compte. Alors je sais plus si c'est moi qui ai rajouté la ligne, mais en tout cas ça fait partie de la réflexion. Et pour moi je trouve quand même que c'est un support très intéressant pour même à l'échelle mondiale, maintenant quand je voyage, à chaque fois je regarde dans les villes où il y a un mur légal, et parce qu'à l'étranger on ne sait jamais, il peut y avoir plus de risques, plus ou moins en tout cas, et ça permet d'être tranquille. C'est quand même, c'est quand même partie du Oui, non mais c'est un intérêt. Et ça doit changer l'esthétique aussi, du coup si on a plus de temps, comme vous disiez, entre les pratiques, je t'en parlais tout à l'heure, la pratique illégale, et puis voilà, on peut faire plus grand, plus prendre son temps, on peut être peut-être plus... Donc ça doit changer aussi. Peut-être plus éphémère, par rapport à des collages, pas forcément, mais c'est assez aléatoire. Je sais pas, je vais avoir un mur, il va être recouvert en 2 jours. Alors j'ai mis 2 jours à le peindre, il y en a un, je vais mettre une après-midi, il va rester 6 mois. Et c'est le jeu aussi, et justement, c'est les photos qui guident plus que les. Non mais comme lieu pour s'entraîner, j'entends, et pratiquer avec du temps. Et même je pensais comme lieu de rencontre, parce que moi quand j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans, les frigos à Paris, en fait tout le monde allait s'entraîner à faire du graphe-là, et du coup on rencontrait plein de gens. Mais quand même, en fait je trouve marrant de dire, en fait c'est pour s'entraîner, mais pour faire quoi après une fois que du coup on maîtrise, parce que à la fin du règlement, il y a quand même rappelé les articles du code pénal et qui sanctionnent le graffiti. Donc vous vous entraînez et après, une fois que vous êtes doué, vous le faites tout. La collectivité ne peut que se protéger. Ce qui est logique. Non, mais j'entends, mais on voit bien une ambiguïté. Elle ne peut pas accepter qu'il y ait justement des discours agressifs, des discours discriminants. Elle doit limiter ça. Non, mais ça, c'est la règle la plus... Oui, bien sûr. Que je discute le moins. Mais c'est un jeu paradoxal. Il faut comprendre l'art urbain comme un paradoxe inhérent et un jeu, c'est-à-dire un jeu entre la légalité, les institutions, voilà. Mais ce sera toujours comme ça. Peut-être sur la, je sais pas quelle heure il est, mais peut-être la dernière. On a un bon temps encore. Ouais. Mais sur les, du coup, je pensais les femmes à la rue. Alors, on a vu qu'elles étaient 13%, donc une sous-représentation. Alors, est-ce que du coup il y a une réelle volonté, je sais pas, comment vous l'expliquez, vous, cette sous-représentation, voire invisibilisation aussi dans les statistiques, encore une fois, parce que je sais pas comment vous avez fait pour les questionnaires, mais par qui vous êtes passé, si c'est des relais très institutionnels, peut-être que forcément on touche davantage les hommes que les femmes, bon, après, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Si. Est-ce qu'il y a une volonté, alors vous, bien évidemment, de voir plus de femmes, mais de manière générale, est-ce que c'est une demande que vous sentez de la part du ministère, de vos principaux interlocuteurs, ou bien, finalement, c'est vraiment vous, vous faites du lobbying pour ça, et du coup, d'où vous vient cet engagement? Tu me réponds?
Oui, ben en fait, parce que l'étude, elle est née de, comme je le disais tout à l'heure, de souhait du groupe de travail, enfin d'artistes et de programmateurs, programmatrices, enfin les membres du groupe de travail. Donc moi, à titre personnel, en fait, en 2023, j'ai participé à un projet, donc comme ça se fait beaucoup, en fait, où on était 30 artistes invités à intervenir dans une ancienne clinique qui allait être réhabilitée. Et on devait faire des installations in situ. Voilà. Et en fait, sur ces 30 artistes, il y avait trois femmes. Et parmi ces 3 femmes, il y en avait 2 qui étaient en duo. Donc j'étais la seule en solo. Donc déjà, je constate, mais ça, de toute manière, moi je suis très habituée à être dans des événements où souvent d'ailleurs je suis la seule femme. Et surtout, c'est qu'il y a, comme beaucoup dans ces projets, il y avait un ouvrage qui a été édité. Et donc moi, mon texte qui présentait mon travail, à la fin, il y avait la dernière ligne, une des femmes les plus reconnues dans la scène street art féminine. Et là, je me dis, mais c'est curieux quand même qu'on me définisse mon travail par rapport à mon genre. Et donc essentialisé complètement. Voilà, donc je pose la question à la personne qui, enfin voilà, elle me dit oui non mais tu comprends, l'auteur il est old school, c'est un ancien. Je dis bon ok d'accord. Donc non pas que voilà, je dis, ah mais pourquoi il a écrit ça, non en fait je me suis posé la question, je me suis dit bon ok, moi ça fait quand même pas mal d'années, je suis dans le milieu depuis les années 2000, je pense avoir une certaine reconnaissance, je suis représentée par une super galeriste. J'ai fait quand même pas mal d'événements qui m'ont permis justement d'être rentrée un peu dans des institutions. Donc, et à ce moment-là, eh bien, Marie Duprieux, qui faisait partie du CA à ce moment-là, qui en fait encore partie, m'a dit est-ce que tu veux pas venir à la Fédé et j'ai beaucoup échangé aussi avec Jean Faucheur sur le sujet, qui est président de la fédération. Et un artiste incroyable aussi sur le sujet et voilà, et j'avais très envie de travailler sur ce sujet et il fallait en fait, moi j'ai un travail assez engagé beaucoup autour de la place des femmes dans la société d'une manière générale. Je m'intéresse aussi beaucoup à la place des femmes dans l'espace public, comment on vit cet espace puisque je le pratique assez régulièrement. Et il me semblait important en fait pour pouvoir œuvrer sur ce sujet d'avoir un outil reconnu institutionnellement. Et en fait, la fédération était exactement cet outil qu'il fallait. Donc voilà, donc du coup, j'ai intégré la fédération et on a constitué ce groupe de travail avec notamment Lorca aussi, qui était très investi. On a vraiment travaillé en binôme au départ vraiment sur ce sujet. Et puis Milo, Marie et Mathieu Tremblin nous ont rejoints après par la suite. Est-ce que vous êtes allé voir à l'étranger ce qui se fait, s'il y a des études similaires? Moi, j'ai pas entendu ça. Néanmoins, j'ai pas mal discuté avec d'autres artistes femmes, notamment Hera, qui est une artiste allemande, qui elle, travaille avec d'autres artistes femmes et qui veut créer justement plus un collectif et des rencontres internationales de femmes qui travaillent dans l'espace. Mais peut-être, pardon, excusez-moi, je me permets juste de compléter ce que dit Iseult. Ce qui montre que en fait, ça vient de notre secteur directement. Nous, on n'a pas eu d'exigence ministérielle sur ce sujet. Contractuellement, on a une subvention, on a une convention pluriannuelle d'objectifs où, par exemple, le plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste est une conditionnalité de subvention. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous, on a mis un plan de lutte pour avoir nos subventions. Donc là, ça a été fait par la contrainte, mais finalement, c'était bien qu'on le fasse parce que c'est un sujet hyper important. Mais nous, on est finalement à l'avant-garde dans le monde des arts visuels sur cette question de l'étude, de faire des études sur la place des artistes femmes. Et le ministère a plutôt dit, super que vous le fassiez. Vous allez au-delà, en fait, de nos demandes d'inclusivité et d'égalité femmes-hommes. Donc c'est là où je pense qu'on peut être assez fiers, parce que c'est vraiment empiriquement qu'on s'est dit collectivement avec des artistes femmes. Enfin, j'insiste un peu, mais ça ne peut que... Et des artistes hommes, mais là, historiquement, que ce soit Lorca et Iseult qui ait saisi en premier ce sujet, c'est important quand même de le signifier. Et ça ne pouvait pas être autrement, je pense. Donc voilà. Et peut-être sur tout ce qui a trait justement à la politisation des street artistes. Alors moi j'ai noté par rapport à l'enquête, mais de 2019 je crois, qu'en fait on voyait que le nombre d'associations aussi avait cru, multiplié par 6 en l'espace de 17 ans. Que effectivement il y a la création de collectifs, tu en parlais tout à l'heure,
On peut aussi parler des œuvres avec un street art féministe. Voilà, comment est-ce que... je sais pas, comment est-ce que vous ressentez ou pas, alors toi en particulier par rapport aussi à l'évolution que tu as pu percevoir, cette politisation des street artistes, est-ce qu'effectivement c'est une politisation qui est plus avancée qu'avant ou pas du tout Je trouve que en fait, rares sont ceux qui sont politisés, j'ai l'impression. Je sais pas ce que tu en penses, mais... il y en a, enfin moi en tout cas, mais encore une fois c'est une question de milieu dans lesquels on évolue, il y a plusieurs, enfin comme on l'a dit, il y a plusieurs sphères en fait dans le milieu, donc mais en tout cas moi ceux que je côtoie sont pas forcément plus que ça politisés aussi, c'est un engagement assez doux. Alors moi j'ai l'impression d'avoir quand même des artistes politisés autour de moi, mais en fait peut-être ça fait sens parce que du coup moins dans les institutions. Donc, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, par exemple, je pense à une street artiste féministe, dont je t'ai la nom parce que voilà, mais enfin, qui a un peu adouci son discours parce que ça lui a porté préjudice dans le cadre d'expositions. Donc maintenant, en fait, dès qu'elle dit qu'elle est féministe, mais bienveillante, elle dit qu'elle est féministe, mais qu'elle exclut pas les hommes. Enfin, ce qui est ok, mais je veux dire, elle est tout le temps et elle est racisée. Donc, on a l'impression qu'elle porte aussi trop peut-être de causes pour les milieux institutionnels. Donc, mais en tout cas, autour de moi, j'ai des artistes quand même engagés politiquement. Moi, j'ai l'impression, donc ça fait 12-13 ans que je fais du pochoir. Que les femmes, en tout cas, se sont de plus en plus saisies de ces questions-là, en tout cas à travers leur art. Quand j'ai commencé, j'avais rencontré une artiste qui s'appelait Bobo, donc qui faisait des masques qui étaient inspirés de la vulve. Donc, en fait, c'était un visage autour d'une vulve, où elle faisait aussi des trompes de Fallope en papillon. C'était hyper beau, qu'elle découpait et qu'elle épinglait dans les arbres. Enfin, il y avait tout un travail d'amener du féminin dans la rue, et c'était très nouveau, en fait. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a notamment des dessins de vulve, de clitoris, on voit beaucoup dans la rue. Je trouve qu'il y a plus de... moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de street art féministes, quand même, que ça soit, je sais pas, Petite Poissonne, des choses aussi très littérales. Et puis la création de ces collectifs, de voir qu'en fait, parce qu'il y a un collectif à Paris qui s'est créé, d'ailleurs, il n'y a pas que des Parisiennes dedans, mais c'est 80 street artistes. Les bombes à se faire. Et l'idée, c'est aussi de partager les bons plans, partager des moyens matériels. Elles ont trouvé un propriétaire d'un mur dans le 20e arrondissement qui les autorise en fait à rouler. Donc à peu près tous les mois, tous les 2 mois, elles viennent, une artiste vient faire une nouvelle fresque et elles s'en font la publicité. Donc en plus, quand on est 80 à parler d'une œuvre, ça démultiplie la visibilité. Donc moi j'ai le sentiment que ça bouge, en tout cas et justement peut-être parce que ce constat d'entre-soi masculin et que il faut quand même il faut faire quelque chose, quoi. Même si c'est pas facile ou c'est pas naturel, c'est pas instinctif. Et c'est finalement peut-être aussi calqué sur des faits sociétaux aussi de déconstruction du genre et de volonté de féminisation des espaces publics, de la sphère politique, etc. Donc finalement, nous, à Urbain, on s'inscrit dans une société, quoi. Et donc finalement, peut-être que c'est aussi un reflet de ce qui se passe à une autre échelle. Et la question de l'identification aussi, elle est super forte. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir aussi des modèles en tant qu'artiste femme, d'autres femmes qui vont dans l'espace public, qui sont en collectif. Il y a une étude qui est faite, il y a plein peut-être d'outils qui n'existaient pas avant, qui permettent d'apporter plus de bienveillance et de volonté collective, et en tant que femme, de pouvoir apporter un message plus politique. Et pour moi, s'approprier l'espace public, déjà, c'est très politique. Donc peut-être il y a la question partisane ou idéologique est assez peu présente dans notre milieu. On est sur des individualités qui sont finalement très solitaires dans leur carrière professionnelle ou artistique en tout cas. Mais par contre, aller dans l'espace public, c'est pas anodin, c'est une prise de risque. Donc peut-être c'est politique aussi en ce sens-là. Peut-être Isolde, là, vu qu'on a quelques visuels de tes travaux, est-ce qu'il y a un travail, une œuvre dont tu voudrais parler Beg, je trouve ça intéressant. En fait, c'est une œuvre que j'ai réalisée où là, on voit justement tout l'aspect. Je pense que peut-être une des choses, c'est que, alors je ne sais pas si ça va ressortir dans l'étude, mais que peut-être les femmes ont
un rapport à l'espace et au lieu plus social, qui est plus en lien avec les personnes. Et en fait, sur ce projet, j'ai fait un temps de résidence où j'ai rencontré les femmes du quartier. C'est de comprendre en fait la géographie culturelle du quartier, donc qui s'appelle Terre-Neuve à Bègue, qui est en banlieue qui est en périphérie de Bordeaux. Et qui est un quartier qui a complètement changé en fait, avec que des bâtiments neufs qui ont été détruits. Et donc là, en fait, c'est l'ancienne chapelle qui est transformée en salle des fêtes, sur laquelle j'ai réalisé l'œuvre, et où il y a beaucoup de mémoire, il y a eu beaucoup de mariages, beaucoup de choses qui se sont passées dedans, de fêtes. Et donc j'ai fait toute une série de portraits, j'en ai sélectionné 2, les autres ont été affichés. Donc ça, c'est une photo finalement qui a été, toutes les portraits ont été affichés ici. Et j'ai récupéré pas mal de matériaux, notamment des volets de maisons qui vont être détruites. J'ai fait, il y avait les roues de vélo, donc j'ai fait un atelier avec les femmes du quartier de tissage, de tressage avec plein de générations différentes. J'ai fait des entretiens en fait avec toutes ces femmes pour essayer de vraiment, il y a tout cet aspect documentaire. En fait, moi je viens du documentaire, donc je m'intéresse beaucoup aux portraits et à l'histoire de ces femmes, et notamment sur ce projet qui s'appelle Impress, sur lequel je travaille depuis pas mal d'années, où en fait je fais des portraits de femmes de différentes communautés à travers le monde qui ont souvent, en fait, c'est quelque chose d'assez universel, en fait, des ornements de tête que je rehausse avec des matériaux de récupération. Donc et du coup, en fait, c'est ça, c'est que moi, mon travail est assez engagé, il n'est pas féministe de manière littérale, mais il parle de la place de la femme dans notre société et comment, justement, on peut créer aussi des univers référentiels. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de montrer aux jeunes femmes du quartier que, Gohar, à gauche, qui est arménienne, ça fait 10 ans en fait, qu'elle est en France, ça fait juste 1 an qu'elle a ses papiers. Et en fait, la vision qu'on a justement d'une femme qui n'a pas de papiers en France, et là, quand elle est mise en grand comme ça, avec ses bijoux magnifiques, eh bien, quel regard on a sur cette femme, en fait, c'est aussi changer nos regards sur différentes populations. Naïsata, à droite, qui est une jeune fille qui a un souci de santé, et voilà, et le regard qu'on a sur cette jeune femme un peu en fragilité, en fait, c'est vraiment tous ces endroits-là que je questionne, et avec ce temps d'immersion et de prendre le temps justement et là sur ce projet, j'ai aussi travaillé beaucoup sur l'aménagement du lieu, essayer de comprendre en fait comment il y avait eu, quelle était l'ambulation des femmes, comment justement je leur ai posé la question de ce qu'elles avaient envie d'avoir sur cet espace-là qui était en pleine terre, où on a fait un espace avec des bancs un peu plus cosy en fait. Voilà, il y avait vraiment toutes ces questions sur redonner en fait un espace inclusif dans cet espace public, essayer de créer du lien entre les différentes générations, qui est une forme de mentorat aussi, enfin vraiment aborder tous ces sujets-là, quoi. Donc il y a plein de sphères différentes, et puis j'oublie encore plein de trucs certainement, mais c'était très complet comme projet. Peut-être que moi s'il y a des questions aussi... c'est du coup des photos imprimées en énorme ou c'est peint C'est peint à l'acrylique. Au pinceau? Au pinceau et au rouleau, ouais, surtout au rouleau. Wow. Trop forte, hein. J'ai une technique un peu particulière, c'est que si je projette mes gabarits, etc. Donc moi, l'acte de peindre, je ne me considère pas vraiment comme une peintre, c'est pour ça que je dis plutôt plasticienne, parce que j'utilise plein de médiums qui donnent lieu à ça, en fait. La photo, mais l'acte de peindre, finalement, pour moi, il est très accessoire. Et c'est sur papier collé? Non, c'est de la peinture directement. C'est de l'acrylique. Okay. Peut-être rapidement aussi, on voulait un peu évoquer, après avoir dit tout ça, quels sont les leviers pour le futur et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer cette place des femmes dans l'espace public, et que fait la Fédération de l'art urbain aussi pour la suite. Il y a plein de choses à faire, et puis il y a encore, nous on a réfléchi, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à différentes choses en s'appuyant justement, comme tu le disais tout à l'heure, sur des
des outils qui ont déjà été créés. Donc un des premiers qui nous semblait très important, en fait, c'était de visibiliser les artistes femmes, donc de créer un annuaire. Donc nous, on a déjà du coup tout le listing des artistes qui ont répondu au questionnaire. Donc on leur a demandé, pour certaines, toutes n'ont pas voulu, n'ont pas souhaité en fait apparaître sur cet annuaire. Donc celles qui ont donné leur autorisation apparaîtront dans un annuaire qu'on diffusera prochainement de manière assez simple, mais on souhaite développer cet annuaire de manière plus sympathique, avec des filtres sur les pratiques, sur les thématiques, etc. Donc ça, c'est vraiment des outils en fait qu'on souhaite, qui sont dédiés aux acteurs et aux actrices, aux programmateurs et aux programmatrices du milieu, pour qu'il y ait plus de programmation. Donc aussi mettre en place des autodiagnostics. Donc là, on peut s'appuyer sur des ressources, notamment l'autodiagnostic de Réseau Scène est très intéressant. HF Bretagne a réalisé un pacte et ils ont réalisé un autre pacte en collaboration avec Art Contemporain Bretagne, qui permet aux structures en fait de voir un peu où ils en sont par rapport à leur manière dont ils abordent ce sujet d'inclusivité. Et ce qui est intéressant avec Art Contemporain Bretagne, c'est qu'aussi ils ont fait un questionnaire qui est dédié aux artistes et voir quels sont leurs freins, quelles sont leurs limites, à quel endroit en fait elles se créent des freins en fait dans leur propre pratique. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donnera. Il y a notamment en fait la Fédilima qui travaille beaucoup autour du mentorat. Donc le mentoring, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et je pense que voilà que certains artistes qui ont justement qui sont reconnus aujourd'hui peuvent aussi accompagner des artistes un peu plus jeunes, donc essayer de créer des ponts comme ça, et ça peut se faire aussi à travers de collectifs. La formation, donc on a été aussi en lien avec l'AFDAS, notamment sur des formations très techniques, comme si on veut faire du muralisme, il nous faut le CACES, donc comment on peut acquérir des connaissances techniques aussi. Voilà, c'est pas forcément le parcours d'artiste femme, notamment moi à titre personnel, c'est vrai que j'ai eu un chemin assez technique, donc c'est utiliser des nacelles, essayer de comprendre un peu les schémas, etc., et puis de faire un peu de la conduction de travaux, entre guillemets. Pour moi, c'était quelque chose où je pouvais être à l'aise, mais pour certaines femmes, peut-être qui viennent d'autres parcours, n'ont pas ces connaissances-là. Donc ça semble important, en fait, parce que ça reste très technique, hein, c'est de la formation. La mise en réseau. Voilà, des expositions. Alors, on remarque aussi beaucoup d'expositions. On va faire une exposition que de femmes. Moi, généralement, c'est très rare quand je participe à des expositions que de femmes. Sinon, il faut que ça soit vraiment dans des institutions, avec en sous-jacent une réflexion sur voilà, la place des femmes dans la société d'une manière générale, avec vraiment un accompagnement, une médiation ou des temps d'échange comme ça, mais que ce ne soit pas juste de manière... voilà, on va faire une exposition de femmes, un peu comme je disais, du pinkwashing, c'est bon, on fait notre expo de femmes sur l'année et puis ça suffira, et puis après on n'en fait pas. Moi je préfère qu'il y ait un certain nombre de femmes dans des expositions, des grandes expositions, où là on fait ce choix-là, plutôt que de le faire ponctuellement sur des expos comme ça. Favoriser les collectifs d'artistes, donc tu as parlé de Bombasphère, et puis le 25 juin, donc quand on fera la restitution, on va faire un atelier aussi et essayer de voir en intelligence collective comment on peut avoir plus d'idées. Voilà, nous on était un collectif de 5 personnes, donc accompagnés de Maxime et Cécile, donc comment avec les expériences de chacun et de chacune, on peut œuvrer ensemble. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des outils aux acteurs et aux actrices, donc vraiment de l'écosystème, mais aussi accompagner les femmes et pas forcément, accompagner les femmes à être plus à l'aise dans ce milieu et donner envie aux jeunes artistes ou à celles qui ont envie en fait de pouvoir explorer ce champ, notamment des artistes d'art contemporain qui, pour beaucoup de certaines que j'ai pu rencontrer, ont ce souhait de travailler sur du grand, sur du monumental, peut-être explorer l'espace public, mais n'ont pas les outils techniques ou appréhendent par rapport à l'espace. Donc, comment on peut être plus inclusif. Voilà. Ouais. Il y a du travail encore. Ouais. On va pas chômer. Moi, je voulais savoir comment vous aviez fait pour répertorier les artistes, comment vous aviez communiqué pour pouvoir les contacter et si ça avait été fait sur toute la France. Voilà. Ouais, c'est une étude donc, qui est vraiment sur toute la France. On s'est servi du réseau très fort de la fédération.
donc à travers des newsletters, à travers une communication sur les réseaux, sur nos réseaux aussi propres. Donc moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le milieu, donc je connais aussi pas mal de personnes. Donc j'ai sollicité, on a tous et toutes sollicité un maximum de personnes dans notre réseau, que ce soit dans tous les galeristes, les centres d'art, les murs à programmation, les médias, etc. Donc ça, et aussi moi j'ai demandé à certains artistes qui avaient une grande renommée en fait et beaucoup sur les réseaux de pouvoir communiquer en fait sur cette étude pour que ça rentre par différents biais. Voilà. Mais néanmoins, c'est ce que je notais tout à l'heure en fait, c'est qu'effectivement, mais ça c'est pas que de notre fait parce qu'on a quand même réussi à toucher le milieu du graffiti un peu illégal, mais en fait je pense que cette sphère-là, elle n'est pas évidente à toucher parce qu'on n'a pas envie en fait d'être fiché ou de quoi que ce soit en fait. Donc c'est vrai que cette quantification, elle est un peu complexe en fait. Je pense que là, il faut mais ça, on a pu l'avoir avec l'étude qualitative. Voilà, aussi. Vous avez d'autres questions? Peut-être vous l'avez dit, le pourcentage qui fait du légal ou de l'illégal? C'est la moitié. Je crois que c'était ça le chiffre que j'avais. Je te dis ça de tête, mais... Ah non, mais non, en fait, j'ai ça, mais je crois que je n'ai pas communiqué l'info. Je ne sais pas si elle était posée, en fait. Parce qu'en fait, souvent, c'est un peu les deux. Enfin, c'est complexe, hein, mais quand on fait du graffiti, mais par exemple, graffiti légal à la ville d'Angers, c'est un sujet. Mais c'est une question hyper complexe. Donc, je ne sais même pas si elle était posée, en fait, parce que souvent, on est sur les deux. Elle a été posée dans le questionnaire. Oui. Elle a été posée, oui, ok. Oui, et du coup, j'ai pas le résultat. Mais ça sera un peu biaisé, parce que justement, par rapport à ce que je disais, en fait, c'est qu'il y a... Mais voilà. Ouais. Et il y en a aussi qui font de l'illégal et du légal, et il y en aura effectivement d'autres qui feront que du légal. Ouais. Et surtout, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est surtout les anciennes qui font le plus d'illégal, en fait, et que les plus récentes sont beaucoup plus dans un cadre institutionnel. Oui, d'utiliser un mur. Oui, voilà. Il y a moins de prise de risque. Un support comme un autre. Ouais. Mais d'où je pense le parcours aussi, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que comme c'est des artistes qui ont une formation artistique, et bien du coup il y a une pratique qui diffère, alors que quand on vient, on aura évolué via un crew ou via différentes sphères, mais forcément on aura une pratique un peu différente. Est-ce que ceux qui ont des messages un peu plus politiques sont plus dans l'illégalité que les autres? Ah pas forcément. Enfin, moi je trouve pas. Enfin, je reprends l'exemple de Kashink, par exemple. C'est quelqu'un qui a un discours très fort sur les questions de non-binarité et de genre, puisqu'elle se met en scène. Il y a la question, elle se maquille en tirant des traits comme si c'était une personne ayant une moustache. Et c'est quelqu'un qui a été beaucoup programmé et beaucoup exposé, mais pas forcément en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, elle a été beaucoup programmée aux États-Unis au départ, et elle a que depuis, je crois, l'année dernière, des grands murs programmés en France. Alors même que dans d'autres pays, ça a été très vite un sujet abordé, et elle a été vraiment sollicitée pour ça. Donc c'est intéressant de faire ce constat. Là, c'est un parcours vraiment très atypique, mais elle le mettait en avant, et elle avait aussi questionné, par exemple, le parcours du 13e arrondissement de Paris, le Street Art Museum du 13e, qui, jusqu'à encore récemment, n'avait aucune femme dans sa programmation sur des grands murs. Alors, et elle disait, il y a quelques années, elle disait, moi, je fais des grands murs depuis très longtemps, et par exemple, j'ai pas été associée à une programmation comme celle-là, par exemple. C'est intéressant aussi la question des échelles et des choix des individualités qui les réalisent. Ouais, alors là, donc, tu parles de, je sais pas si vous connaissez, donc ça c'est le mur dans les 13, c'est porté par une galerie, donc on est en privé. Il y a Bitoy qui a été programmé donc là sur 40 artistes, mais bon c'est quand même c'est assez inquiétant. Sur 40 artistes, c'est assez inquiétant. C'est que donc sur 40 artistes, on a Bitoy en solo et on a Jana et JS avec un duo. Donc là, on est largement, on est en dessous des 13%. Ouais. Et mais c'est porté par une galerie. Donc, mais en partenariat avec la mairie. La mairie, en effet, c'est. Oui, mais ils n'ont pas de regard sur. Mais ils pourraient être exigeants et dire il faudrait plus de visibilisation de ces artistes. Donc un des outils, et ce qui se fait justement notamment pour le financement de certains festivals,
il y a cette demande en fait au moins qu'il y ait 33% d'hommes ou de femmes, et au moins que la programmation soit à 33 ou 30, voilà, soit 33% de femmes, soit 33% d'hommes, et qu'on puisse aller dans cette direction. Et je pense que c'est effectivement c'est l'argent public, donc ça semblerait un peu évident. Et, il y a une mission nationale, il y a des femmes. Oui. Ben oui. Est-ce qu'il y a une dernière question ou remarque? Sinon, des remerciements, c'était passionnant. Vraiment bien. Merci à vous d'être venus, parce qu'on est content de parler devant un public. C'est quand même toujours important d'avoir quelques personnes en face de nous, et puis en plus c'est enregistré. C'est enregistré, tout à fait. Donc c'est vrai que, en tout cas nous quand on intervient et qu'il y a des replays, c'est beaucoup consulté, parce que par exemple on nous sollicite sur une question, maintenant on peut répondre en disant il y a eu telle rencontre dans tel musée, avec telle université, et du coup c'est aussi créer de la réflexion collective et de la documentation en fait sur les pratiques de l'art urbain. Donc merci aussi à la FEMUSE évidemment. Merci à vous. De nous avoir accueillis et d'avoir fait aussi ce travail d'archivage à travers une captation vidéo.